Buonasera a tutti e benvenuti per Rouge Condiziale. On débute ce journal avec un retour sur la fête de la science qui s'est terminée dimanche. Hier, nous vous avons montré la journée de clôture au parc Galéa et aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur Guillaume Lecointre. Ce professeur au Muséum d'Histoire naturelle était à Loumio pour une conférence sur l'évolution des espèces et sur la biodiversité. Une présentation dans laquelle il démonte les idées reçues sur la perfection de la nature. Écoutons-le. Le but de la conférence, c'est de montrer que si on veut comprendre la biologie aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la biologie en pensant que ce qu'elle montre, c'est des perfections. Les êtres vivants ne sont pas des perfections, ils sont des compromis entre différents aléas de l'histoire et différents mécanismes de l'évolution biologique. Cette conférence ne traduit pas vraiment mes travaux. Moi, je travaille sur les relations d'apparentement entre les espèces. Qui est apparenté à qui parmi les êtres vivants. Je suis plutôt un historien de la diversité des espèces. Par contre, évidemment, je m'intéresse à l'évolution et surtout pour la diffusion des connaissances, c'est-à-dire pour que mes concitoyens comprennent bien la biologie, il faut comprendre qu'est-ce qui fait que le biologique se maintient au cours de l'histoire, et c'est précisément cette évolution et cette sélection naturelle. Alors, la difficulté résiderait selon vous dans le fait que l'homme s'est conçu au-dessus de la nature. Et comment ça se fait que l'homme, qui est pourtant un produit de la nature, ne se conçoit pas à l'intérieur de celle-ci? La réponse est plus dans les cultures en fait. L'homme dans son entier n'a pas toujours été comme ça, et même à la surface du globe, il y a différentes attitudes par rapport à la position que l'homme se donne dans ou à côté de la nature. Ce qu'on appelle les monothéismes, les religions du texte, la chrétienté, le monde juif et le monde musulman conçoivent l'homme, si ce n'est pas à côté de la nature, en tout cas c'est au-dessus de la nature, alors que les populations extrême-orientales, Chine, Japon et même amérindiens, se pensent au monde dans la nature. Donc c'est un problème très occidental finalement, très monothéiste, que cette histoire d'hommes supérieurs qui seraient séparés de la nature. Alors la réponse elle est de l'ordre culturel si vous voulez. Après, sur le plan naturel, si vous voulez regarder la nature avec un œil de scientifique, il faut vous décentrer par rapport à votre héritage culturel, parce que le but des sciences, c'est d'expliquer rationnellement et collectivement le monde réel, et pas expliquer le monde le moins possible à partir de nos préjugés. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Vous gommez toutes les dimensions hasardeuses qui régiraient toute la nature en fait. Alors, ce raisonnement n'est pas incompatible avec le hasard, c'est-à-dire que la variation, elle apparaît par hasard. Entre 15 et 20% des fécondations chez l'homme mènent à un bébé seulement. C'est-à-dire que la régularité d'un bébé bien fait, ça se paye au prix d'un nombre de morts embryonnaires énorme. Il y a beaucoup de fécondations qui ne mènent même pas à la nidation. La femme ne sait même pas qu'elle a été potentiellement enceinte. Ce que je veux dire par là, c'est que ce hasard, il fait de la variation indépendamment des besoins du porteur. Il y a de la casse dans la nature. Il y a de la casse, et d'ailleurs si la nature se maintient régulière, c'est parce qu'il y a eu de la casse derrière. Seules survivent les combinaisons qui manifestent les caractères compatibles entre eux, les équipes qui gagnent si vous voulez. Et le hasard, il se manifeste aussi dans l'environnement, parce que demain vous ne savez pas de quoi l'environnement sera fait. Vous ne pouvez pas prédire ce que sera le monde biologique demain, parce que les environnements, on ne sait pas ce qu'ils seront demain, et c'est eux qui filtrent les solutions gagnantes en quelque sorte, voyez. Donc il n'y a pas de destin. Quand on regarde le monde biologique en tant que scientifique, je ne nie pas qu'on puisse le voir à la maison, dans sa vie privée, selon d'autres considérations et d'autres prises, mais si on est scientifique, on se dit il n'y a pas de destin dans les corps biologiques. Voilà. Et c'est pour ça que donc, selon vous, vous avez parlé aussi de programmes génétiques qui en fait serait une notion qu'il faudrait abolir aujourd'hui. Pourtant, on l'a entendu dans toutes les écoles et dans les programmes scolaires. Tout à fait. C'est un bon rebondissement justement parce qu'on a voulu mettre un destin à travers la notion de programme génétique au XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'on a voulu figer dans la nature les perfections et les régularités en gommant la variation. Pour faire vite, le programme est l'affirmation d'une régularité. Dans notre langage, on dit si le chat fait des chats, c'est que si les chats font des chats, c'est qu'il y a un programme génétique de chat. Or, on peut très bien comprendre la biologie aujourd'hui sans programme. Si les chats font des chats, c'est parce qu'il y a de la variation au départ, et que dans le milieu dans lequel on est ici et maintenant, la combinaison qui va sortir de cette variation, elle a la forme d'un chat, mais un chat n'est jamais identique à un autre. Justement, la variation se maintient parce que les solutions K1, Ka sont des solutions comment dire, non programmées.
le programme forçait l'identité. Entre deux corps biologiques, il n'y a jamais d'identique. Il y a toujours du semblable. La bonne formule, c'est le semblable. On se ressemble, d'accord, mais on n'est jamais identique. Même deux jumeaux ne sont pas identiques, ni génétiquement, et ni évidemment individuellement suite aux expériences qu'ils vivent dans leur développement individuel.